bienvenue. Alors d'abord, je me présente, je m'appelle Cédric Delaunay, je suis professeur d'histoire au lycée Descartes de Tours et j'ai écrit en octobre 2018 Game of Thrones, de l'histoire à la série, que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies et sur Internet, aux éditions Nouveau Monde. Alors, ce livre fait le parallèle entre les événements, les personnages, la géographie de Game of Thrones et leurs sources historiques auxquelles a puisé George R. R. Martin. Alors, je voudrais avec vous, là, sur une grosse demi-heure, et ensuite j'espère qu'on aura le temps voilà, d'échanger et de poser des questions, des compléments, que vous apportiez votre regard aussi, sur la question de la figure du héros dans Game of Thrones. Alors Game of Thrones, effectivement, a connu une popularité incroyable et un succès incroyable, en large partie grâce à grâce à une intrigue extrêmement bien ficelée et des personnages extrêmement attachants. Et donc, c'est avec vous, je voudrais donc voir effectivement cette question de la figure du héros dans Game of Thrones. Alors, le héros, c'est un personnage effectivement qui va mener l'action et qui va, vous voyez, entraîner à sa suite le spectateur. Sauf que le héros a plusieurs statuts. Alors, premier héros que je voudrais voir avec vous, donc la figure du héros parfait. Alors, c'est quoi un héros parfait? Un héros parfait, c'est un héros qui est animé de valeurs uniquement positives, mais il faut distinguer la fin des moyens. C'est-à-dire que c'est dans ses fins qu'il est uniquement positif. Par contre, les moyens, on va voir qu'ils peuvent s'écarter de formes de morale et voire jusqu'à transgresser un certain nombre de règles. Alors, il existe quelques figures de héros parfaits dans Game of Thrones. Alors, d'abord, il y a l'incarnation des valeurs chevaleresques. Dans Game of Thrones, on est dans un univers médiéval qui est porté par l'idéal chevaleresque que vous trouvez chez Chrétien de Troyes, voyez, avec tout le cycle arthurien, etc. Et donc, il y a deux chevaliers idéaux qui apparaissent très clairement. Donc, Eddard Stark, qui, en tant que gouverneur du Nord, voyez, applique la loi, même quand celle-ci lui semble dure, parce que la loi est la loi. Et donc, la première scène du film, on le voit en train de décapiter un déserteur, mais lui promettre, un déserteur du mur, mais de lui promettre effectivement de transmettre ses biens et effets à sa famille. Donc Eddard Stark, c'est aussi lui qui, apprenant la bâtardise des enfants de Cersei, tient à la prévenir personnellement, qui va révéler ce secret à Robert, afin qu'elle puisse mettre entre Robert et elle un maximum d'écart, afin d'assurer sa survie. Alors, ça peut paraître une attitude très surprenante. Pourquoi? Parce que ça le met, bien sûr, en situation de fragilité. On ne révèle pas un secret aussi puissant, et surtout quand on connaît Cersei Lannister. Mais il lui semble effectivement complètement non chevaleresque de fait entraîner l'assassinat de Cersei par Robert. Et donc, il va lui relever ce secret. Et il y a cette phrase magique de Cersei Lannister, alors là, qui est l'incarnation, effectivement, du machiavélisme, de l'œuvre de Machiavel, qui lui dit, au jeu des trônes, soit on gagne, soit on meurt. Alors, Eddard Stark paiera très cher son caractère chevaleresque, effectivement, en étant décapité. Alors, c'est l'un des éléments centraux de Game of Thrones, c'est que les personnages, voyez, trop univoques, voyez, qui n'ont en fait qu'une dimension, généralement finissent très mal, parce qu'effectivement, dans un univers aussi tortueux que Game of Thrones, alors pourquoi je bouge, dans un univers aussi tortueux que Game of Thrones, forcément, le personnage trop franc ou trop, voyez, monolithe, finit par disparaître. Alors, il y a une exception, c'est bien sûr Jon. Alors Jon, vous voyez, qui est, j'allais dire, le successeur de son père, enfin, de celui qu'il pense être longtemps son père, effectivement, parce que effectivement, il veut être ce fils qui soit à la hauteur du père, et ce caractère chevaleresque et humaniste, il va le développer même lorsqu'il va être commandant, Lord Commandant,
jusqu'à vouloir ouvrir les portes aux sauvageons menacés par l'arrivée des marcheurs blancs. Alors, cette volonté-là, vous voyez, va le pousser en fait à transgresser le code et les devoirs normaux d'un Lord Commandant qui consiste effectivement à empêcher les sauvageons de passer. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, en tant que, voyez, héros parfait dans ses valeurs, il arrive par les moyens en fait à aller contre un certain nombre de valeurs qui, tout compte fait, deviennent totalement obsolètes. Et c'est au nom de ces valeurs que, effectivement, ces assassins vont le tuer. Ces assassins, en fait, ne sont pas des méchants. Vous voyez, il faut sortir du langage gentil-méchant, mais eux aussi incarnent une forme d'idéal. Idéal, en fait, à une morale, à des principes et à un code, celui de la garde de nuit. Et donc, ils l'assassinent, non pas parce qu'ils sont très méchants contre John, mais parce qu'ils sont rentrés dans une logique différente. Et ils incarnent eux aussi des valeurs chevaleresques, et la garde de nuit incarne ces valeurs chevaleresques. Alors, justement, là, on commence à rentrer dans des zones d'ambiguïté. Vous voyez que, en fait, la fin peut justifier les moyens, et que des fins qui vous semblent honorables et qui fait de vous un héros parfait peuvent vous entraîner à utiliser des moyens qui ne sont pas honorables. Alors, je pense à deux personnages, c'est Varys d'un côté et Tyrion d'un autre côté. Alors, Varys et Tyrion sont des personnages, alors on va revenir en détail sur Tyrion, mais sont des personnages qui, effectivement, sont extrêmement mal vus et ont une image absolument catastrophique. Varys est surnommé l'araignée, Tyrion, vous voyez, a subi tous les colibés possibles et imaginables, y compris et surtout de sa famille, alors que ce sont peut-être les deux seuls personnages dans la série qui ont un sens de l'État, mais ce sens de l'État peut les pousser en fait à sortir de leurs alliances, j'allais dire, normales, alors l'un tenu par sa famille, l'autre par l'expérience, qui fait que Varys va changer plusieurs fois de camp, servir le roi fou, puis servir Robert Baratheon, puis servir les Lannister, et tout compte fait se retourner pour servir Daenerys, jusqu'à lui dire ses quatre vérités, ce qui va lui finir, ce qui va le conduire effectivement à finir en steak grillé. Alors, quel personnage historique j'ai rapproché de ça? Un personnage à la réputation sulfureuse, à savoir Talleyrand. Alors Talleyrand, c'est le personnage qui a affranchi à peu près tous les régimes politiques de la Révolution française, évêque défroqué, qui va servir successivement la Première République. Alors après les clips de la terreur, il va servir le Directoire, puis Bonaparte devenu Napoléon, puis s'éloignera de Napoléon pour fomenter un coup d'État contre lui et servir le futur Louis XVIII, resservir Napoléon pendant les 100 jours et revenir sur Louis XVIII. Donc on voit un personnage qui a un parcours très tortueux, assez comparable à celui de Varys, sauf que il y a une continuité, c'est-à-dire que chez Talleyrand, il y a l'idée de servir l'État et de servir la France. Alors il avait cette très belle phrase, c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Ce qui est plus important que les circonstances du temps, ce sont des principes. Et lui, il veut servir des principes de grandeur et de paix pour son pays. Et donc, il va se mettre au service des différents régimes. Alors, le point commun de ces trois personnages, c'est aussi le fait qu'ils aient un handicap. Alors, Talleyrand était affublé d'un pied-bot qui le faisait passer pour le diable. On l'appelait le diable boiteux. Il y a d'ailleurs un film consacré à lui qui s'appelle le diable boiteux. Et Varys est un eunuque et Tyrion est un nain. Alors justement, je voudrais m'appesantir un peu plus sur la figure, vous voyez, de Tyrion. Alors la figure de Tyrion est peut-être la figure la plus fascinante de Game of Thrones. C'est le personnage que tout le monde aime. C'est le personnage effectivement qui est intéressant parce que il apparaît d'abord comme un personnage totalement marginalisé. Alors marginalisé par son énisme. Et le nain, dans l'histoire, a existé. Et le nain est un élément intéressant historiquement. Pourquoi? Parce que c'est une créature, c'est un être humain réel qui existe vraiment, mais qui est doté d'un caractère qui a fait naître autour de lui tout un tas de légendes. Dans les légendes et les mythes, le nain est associé au monde, notamment au monde tonien, au monde souterrain, notamment dans les légendes germaniques qui en fait des mineurs, bienvenue aux sept nains,
qui fait que il est associé à la mort, il est associé à des caractères négatifs. D'ailleurs, le père de Tyrion lui impute la mort de sa mère, hein, d'accord, et en lui disant que c'est de ta faute, de toute façon tu es né pour semer la mort et le malheur. Donc bon, il finira avec un carreau d'arbalète dans le ventre, sur les chiottes, ça lui fera les pieds. Donc on a là effectivement une image extrêmement négative. On a aussi une autre image, c'est l'image du nain priapique. Alors c'est-à-dire du nain obsédé sexuel. Et effectivement, au début, hein, Tyrion est présenté comme un jouisseur, amateur de prostituées. Alors là, ça revient à un autre mythe hein, réel qui nous met à l'écart hein, de la figure de Tyrion. C'est effectivement le mythe de Priape. Alors Priape, c'est qui? C'est dans la légende grecque, c'est le fruit des amours clandestins d'Aphrodite. Qui est séduit par un faune doté d'un énorme sexe. Et qu'est-ce qui se passe? Elle donne naissance à une créature toute difforme, minuscule, qui s'appelle Priape, et qui lui aussi a un énorme sexe turgescent. Alors, elle va finir par l'abandonner au fin fond hein, d'un verger. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez des nains de jardin, hein, puisqu'ils sont là pour effectivement apporter fertilité à vos jardins. Donc, vous verrez vos nains de jardin un peu différemment désormais, d'accord, parce que le nain de jardin, normalement, est doté d'un énorme sexe. Alors, ça va revenir à la Renaissance. Hein. À la Renaissance, l'Europe redécouvre ces légendes et on va avoir tout un discours pseudo-médical qui dit que les nains sont des obsédés sexuels. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme ils sont tout petits, le sang irait trop vite en eux et ça les exciterait. Et vous voyez, ils seraient totalement obsédés et donc notamment, vous voyez, ils rechercheraient la compagnie des prostituées. Alors, c'est un discours très savant, d'accord, bien sûr complètement délirant, mais qui va marquer l'image du nain. Et on voit Tyrion qui est marqué par ça. Et donc, vous avez un Tyrion qui, au départ, est un personnage plutôt antipathique. Pourquoi? Parce que, vous voyez, nous avons toutes ces images-là dans la tête. Inconsciemment, vous voyez, il y a tout un mythe autour du nain qui l'associe soit à la mort, soit à son côté priapique, qui en fait un marginal dans l'histoire. Et même nous, on est conduit effectivement à marginaliser Tyrion. Sauf que très très vite, on s'aperçoit que Tyrion est un homme extrêmement intelligent, qui va effectivement être un conseiller de premier ordre, et notamment, alors à la fin de l'histoire, aux côtés de Daenerys. Alors là, ça renvoie à plusieurs nains dans l'histoire, notamment le nain Godot, qui fut archevêque de Vence, un des protégés de Richelieu, un homme d'une très grande intelligence et qui mena notamment tout un effort de rechristianisation dans le sud de la France. On a aussi une image d'un Tyrion Lannister qui, en fait, n'est pas un être priapique, mais un amoureux malheureux, un amoureux rejeté. Alors, on a notamment dans le roman hein, la description de son premier mariage hein, et comment il avait été dupé, en fait, par son père. Et bien sûr, il y a toute l'histoire d'amour avec Shae, alors amour malheureux, hein, trahi là aussi hein, par la faute de son père. Alors ça nous renvoie à des histoires réelles, parce que le nain, notamment à partir du XVIIe siècle, devient à la mode dans les cours. On a des nains qui sont en fait des jouets de cour, et notamment un nain qui s'appelle Joseph Borulaski, qui a beaucoup inspiré la figure de Tyrion, qui était connu, alors il faisait 75 cm de haut, hein, Joseph Buraski, et il était un être avec une verve à l'oral, comme on dirait aujourd'hui, il casse, d'accord, il casse dur, et il fait rire tout le monde, mais c'est un jouet de cour. Mais quand il s'éprend d'Isaline, la dame de compagnie de la comtesse, qui est sa protectrice, il est rejeté de la cour. Alors, pour son plus grand bonheur, Isaline, c'est un amour partagé, et Isaline va le suivre dans une vie d'errance où il ira de cour en cour pour faire rire les gens. Mais vous voyez que dès qu'il sort de son rôle, et dès qu'il prétend, voyez, avoir une vie humaine, normale, eh bien, voyez, on va le déclasser en disant, bah non, non, tu transgresses les codes du nain. Alors, vous voyez comment Tyrion est tout compte fait en soi porte des valeurs extrêmement positives, mais est totalement marginalisé du fait de son handicap. Alors,
la dernière dimension de Tyrion, c'est qu'aussi c'est quelqu'un de courageux, c'est un soldat valeureux. Alors sa première bataille est un petit peu malheureuse parce qu'il se fait écraser par tout le monde, mais c'est lui qui sauve Port-Réal, alors en utilisant le feu grégeois d'une part, et deuxième temps en menant une sortie extrêmement courageuse qui permet de repousser les troupes de Stannis. Alors des nains soldats, ça peut paraître un petit peu étrange, mais c'est aussi quelque chose qui a existé, notamment dans la personne de Geoffrey Hudson, qui était le chef de la cavalerie d'Henriette Marie de France, reine d'Angleterre. Et Geoffrey Hudson a suscité beaucoup de jalousie, et on disait maintes choses sur lui et Henriette, en disant que c'était son amant, etc. Enfin, vous voyez, tous les délires autour du caractère priapique du nain. Il est insulté publiquement, et celui qui l'insulte, un soldat dont on a perdu le nom, le provoque en duel et il choisit les armes. Et sur le champ de duel, il arrive avec un cure-dent et un télescope pour se moquer du nénisme de Geoffrey Hudson. Alors Geoffrey Hudson le défie à l'épée et va le battre. D'accord. Et ensuite, s'avérer, alors ensuite plus personne ne va l'emmerder, et il va être un très courageux soldat au service de sa reine. Donc, on a là, vous voyez, les figures du héros parfait. Mais dans Game of Thrones, la puissance, c'est que les héros parfaits, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez, ils sont ambigus. Mais le génie de George R. R. Martin, c'est effectivement qu'il y a des anti-héros auxquels on va s'attacher. Des gens que, comme je l'ai écrit dans mon livre, qu'on aime détester. Alors, alors j'en ai choisi 4. Figure de l'anti-héros. Alors d'abord, il y a la folie du pouvoir. Alors, la folie du pouvoir, il y a deux véritablement fous furieux qui arrivent au sommet politique, Joffrey Baratheon en tant que roi et Ramsay Bolton en tant que gouverneur du Nord. Alors, ces deux personnages sont relativement semblables et ont les archétypes typiques d'un psychopathe. Alors, le terme de psychopathe, on l'utilise souvent à tort et à travers, mais là, je crois qu'on est face véritablement à 2 cas cliniques de psychopathie. Alors, c'est quoi quels sont les traits cliniques d'un psychopathe? Ils n'éprouvent aucune empathie envers leurs proches. Ils ont l'art de la manipulation et sont des êtres totalement paranoïaques et narcissiques. Et ils ont un goût prononcé pour la torture. Alors notamment, on le voit un petit peu chez Joffrey Baratheon, mais surtout chez Ramsay Bolton, qui torture copieusement ce brave Theon Greyjoy, devenu schlingue, dans des conditions terribles. Alors, ces anti-héros, qui sont absolument détestables, cependant provoquent des formes de fascination. Et quand je fais des conventions ou des conférences, je demande souvent de choisir des personnages, alors on diffuse des vidéos, etc. Et Ramsay Bolton, Geoffrey moins, mais Ramsay Bolton revient souvent. C'est un personnage qui, effectivement, semble assez fascinant. Pourquoi? Parce que c'est un personnage qui reste crédible. Alors, crédible, on pourrait dire, mais comment un fou furieux, parce que ce sont des fous furieux, peuvent arriver au pouvoir et aux plus hautes sphères du pouvoir et s'y maintenir? Eh bien, c'est parce qu'il y a eu des exemples historiques. Alors, il y a des exemples historiques, alors notamment le cas le plus célèbre, c'est le cas de Caligula. Alors Caligula fut empereur romain, c'est le 3e empereur romain après Tibère et Auguste, enfin, Auguste et Tibère, pardon, et qui régna de 37 à 41. Alors, il inaugure une liste de 17 empereurs qui ont été victimes de la damnatio memoriae. Alors, c'est quoi la damnatio memoriae? C'est la damnation mémorielle, c'est-à-dire qu'ils ont été gommés, en fait, de tous les honneurs, de toutes les festivités romaines. Alors, parmi ces empereurs, est-ce qu'ils étaient tous des fous furieux? Alors, ceux que j'ai mis en caractère normal, en fait, c'est les gens surtout qui ont subi les foudres de leurs successeurs et qui voulaient les faire disparaître de la mémoire collective, mais qui n'ont pas eu de... Bon, ce n'est pas des gens, vous voyez, foncièrement dangereux. Les gens que j'ai mis en italique, alors à savoir Héliogabale, Carin et Maximin Daia, étaient des gens qui avaient des mœurs dissolues. Alors,
très dissolu. Alors, chez les Romains, il n'y a pas de. Ils n'ont pas les mêmes mœurs morales et sexuelles que les nôtres aujourd'hui. Donc, c'était des gens qui étaient volontairement bisexuels. Alors, notamment, Héliogabale aimait tout, d'accord, les hommes, les femmes, il aimait les animaux, mais pas genre SPA, d'accord. Il aimait un petit peu tout de façon débordante. Il aimait aussi les enfants. Et il a été condamné, vous voyez, dans des contextes de progression du christianisme. Et ces trois-là, en fait, sont passés, vous voyez, à la damnation memorae. Pourquoi? Parce que leurs mœurs très dissolues, en fait, s'opposaient au début de la pénétration par les élites de normes chrétiennes qui font qu'ils sortaient. Alors, des gens véritablement dérangés, type Geoffrey ou Ramsay, en fait, il y en a trois. Caligula, Néron et Commode. Alors, Caligula, on a des récits par tous les grands protagonistes de l'époque. On a Suétone, Dion Cassius, Tacite, effectivement, qui évoquent ces questions de mœurs sexuelles, etc., et qui en font un véritable topoi du souverain dégénéré. Alors, deux, trois anecdotes qui n'est pas sans rappeler des choses que peuvent infliger Ramsay et Geoffrey à leurs ennemis. Caligula fait couper un homme en deux, mais tout doucement pour voir en fait à quel moment il meurt. D'accord, il fait couper par le ventre et pour voir en fait à quel moment il meurt et juste pour voir qu'est-ce que ça fait. Il y a une autre anecdote, c'est lors d'un banquet, il se met à rire aux éclats. Alors, en pointant du regard deux sénateurs qui étaient assis sur leur banquette, enfin allongés sur leur banquette. Et alors, les sénateurs se sentent visés, ils sont un petit peu inquiets, et ils disent, mais Majesté, pourquoi riez-vous? Non, juste, je pensais que les soldats qui sont juste derrière vous pourraient vous égorger, juste si je claque des doigts. Donc ça vous donne un petit peu le personnage. Ce sont des personnages totalement mégalomanes. Par exemple, Caligula, comme Néron. Alors Caligula avait fait mettre un plancher dans la baie de Naples à hauteur de flot et il chevauchait en cheval pour que du rivage on ait l'impression qu'en fait il volait sur l'eau. Donc ça a été des chantiers complètement délirants. Donc mégalomane et sans aucune empathie pour leurs voisins. Donc là, on a des personnages effectivement qui peuvent arriver au plus haut sommet de l'État en étant des fous furieux. Alors, au-delà de jugement de valeur, est-ce que c'est la réalité? On suppose qu'ils en ont beaucoup rajouté, nos auteurs, et qu'il faut vraiment prendre ça avec des pincettes. D'autre part, on a quand même des explications qui sont des explications médicales. Et psychologiques. Ce sont des gens qui sont arrivés extrêmement jeunes au pouvoir, sans encadrement, et qui sont dotés tout de suite de plein pouvoir. Ce n'est pas sans rappeler Geoffrey et Ramsay, vous voyez, qui arrivent tout de suite au pouvoir très jeunes, sans aucune véritable formation, et qui jouissent tout de suite des pleins pouvoirs, si bien qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle en psychologie de surmoi, c'est-à-dire, vous voyez, de figures tutélaires qui leur sont supérieures, ou d'un sens de l'État qui leur sont supérieurs, qui les empêchent de faire des choses. Et il y a aussi un problème oedipien. Par exemple, Caligula était persuadé d'être un bâtard. Il était persuadé d'être le fruit de l'inceste entre sa mère, Julia, et en fait son grand-père, Auguste. Alors, c'est complètement faux. D'ailleurs, c'est impossible d'un point de vue des dates, mais il en est absolument persuadé. C'est quelque chose qui s'est mis dans la tête, et c'est pas sans nous rappeler, vous voyez, la bâtardise de Geoffrey qu'il perçoit à demi-mot, et également, bien sûr, la bâtardise de Ramsay Bolton, malgré les assurances de son père, qui va l'adopter officiellement, qui fait de lui un vrai Bolton, il va finir par le faire assassiner. Donc on a là, vous voyez, des parallèles historiques qui rendent les anti-héros crédibles. C'est bien, vous voyez, c'est pour ça qu'on s'y attache, parce que ces anti-héros, on sent bien qu'ils ont des failles et qu'ils sont humains. Et c'est pour ça que tout compte fait, on est attaché à eux et qu'ils peuvent être assez séduisants. Alors, deux autres fanatiques sur lesquels j'irai plus vite, parce qu'il est déjà 17h54, deux fanatiques religieux,
Mélisandre et le grand moineau. Alors, le grand moineau, quand il apparaît, il peut nous paraître sympa. Il a des allures d'abbé Pierre sans les lunettes. Hein. Il aide les pauvres, il est vertueux, vous voyez, il ne pense pas à s'enrichir, etc., etc. Donc, il a l'air plutôt sympa. Sauf que très vite, ça tourne au vinaigre et on perçoit chez ce personnage en fait une soif de pouvoir absolument considérable et de maîtrise du pouvoir. Alors, là aussi, c'est un personnage qui est hautement humain et qui n'hésite pas sans nous rappeler. Alors, je vois qu'il y a un petit mot de Johan. Comment ça marche? Juste pour te dire qu'après, il n'y a personne après toi, donc s'il y a besoin. Ok, ça marche. Donc, merci Johan. Donc, le personnage du grand moineau est à rapprocher du personnage de Savonarole. Alors, le personnage de Savonarole, qui incarne véritablement ce fanatisme religieux. Alors, Savonarole, c'est un personnage que vous connaissez peut-être. Il vit dans la Florence du XVe siècle. Alors, la Florence du XVe siècle, c'est la Florence des Médicis. C'est une Florence extrêmement prospère, hein, que ce soit d'un point de vue économique, financier, mais aussi d'un point de vue, bien sûr, artistique. Hein. C'est la grande période de Florence, avec de grands artistes, notamment Botticelli. Et malgré cette très grande prospérité, se creusent des écarts sociaux absolument considérables. Hein. On est dans les débuts du capitalisme, avec effectivement toutes les données du capitalisme, à savoir, vous voyez, la création d'énormes richesses, mais aussi d'énormes écarts sociaux. Et donc, à côté d'une très grande richesse, vous avez une très grande pauvreté. Ce n'est pas sans rappeler Port-Réal, capitale à la fois prospère et riche, mais dans laquelle se retrouvent de très nombreux pauvres, notamment dans le cadre d'une guerre civile où les pauvres affluent vers la ville. Et donc, c'est dans ce cadre, vous voyez, à la fois économique, culturel, que Savonarole arrive en 1482 comme prieur au couvent de San Marco de Florence. Et très vite, il se fait remarquer de ses supérieurs comme étant un ascète, quelqu'un, vous voyez, qui vit une vie de très grande privation, à la fois alimentaire, on nous le montre comme un être décharné, qui s'inflige des jeûnes importants, qui se flagelle, etc. Et qui donc est doté tout de suite d'un très grand prestige religieux. Et il est aussi un excellent prêcheur. Alors, un prêcheur, non pas exalté, mais un prêcheur qui ressemble vraiment beaucoup au personnage du grand moineau. Vous voyez, quelqu'un qui parle bas, mais qui sait exalter les foules dans un discours de purification. Et également de prophète. Et il se rapproche du pouvoir, mais il est très vite rejeté par les Médicis. Et donc, il se met à critiquer les Médicis extrêmement violemment. Et en 1492, lorsque le roi de France, hein, Charles VIII, arrive militairement dans la région, le courageux Pierre II de Médicis, qui est à la tête de Venise, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se barre et il laisse le champ libre, en fait, à ses ennemis, et Savonarole prend le pouvoir. Et Savonarole va installer une théocratie absolument terrifiante, imposant des normes religieuses extrêmement strictes, et alors notamment hein, la lutte contre la prostitution, parce qu'il y avait, Florence était un petit peu une Sodome et Gomorre un peu moderne. Et, il va lutter contre les fêtes, l'argent, et également imposer des normes morales qui va faire par exemple que Botticelli va être contraint à jeter toutes ses toiles païennes, vous voyez, comportant des dieux et des déesses de l'Antiquité. Alors, vous connaissez le printemps, la naissance de Vénus, etc. Si bien que Botticelli va jeter au bûcher la plupart de ses œuvres. Et le peu d'œuvres païennes de Botticelli qu'on a gardées, c'est parce qu'elles ont été sauvées dans les palais d'été des Médicis, et ils les ont emportées avec eux. Mais on a perdu à peu près 90% de la production de Botticelli. Païenne. Par contre, on a le reste de la production religieuse hein, de la fin de sa vie. Alors, Savonarole, vous voyez, va devenir le maître tout-puissant de Florence, comme le grand moineau, en fait, qui a le pouvoir. Sauf que, pour l'un comme pour l'autre, ça va mal finir, ça va finir dans le feu. Alors, ça va de façon moins spectaculaire pour Savonarole. Pourquoi? Parce que le pape se méfie quand même de ce personnage très puritain, etc. Et le pape, à cette époque-là, ne sont pas des papes très puritains, c'est moins qu'on puisse dire. Et le pape va frapper Florence d'interdit. Alors ça veut dire quoi? C'est que plus aucune cérémonie religieuse ne peut s'y tenir. La ville est condamnée, si bien qu'il condamne aussi les hommes et les femmes qui vivent à l'enfer.
on va assister à un combat au sein de Florence entre les pros et les anti-Savonarola. Et finalement, les anti-Savonarola l'emportent et il est livré au pape et s'entame alors un long procès en hérésie et finalement il est brûlé le 23 mai 1498. Alors c'est moins spectaculaire que l'explosion du dôme, hein, d'accord, mais c'est quand même une fin dans le feu et le sang. Alors l'autre fanatique religieuse, je dois la mettre au féminin, c'est Mélisandre. Alors Mélisandre, la prêtresse de Rolor, effectivement, qui effectivement n'hésite pas à balancer dans le feu des innocents. Alors elle voulait balancer Gendry, le chevalier Oignon, et finalement c'est la pauvre petite Choron qui finira dans les flammes. Alors cette histoire de dieu du feu, attention, il ne faut pas faire d'erreur, hein. C'est pas Zarathustra. Alors Zarathustra, hein, c'est une religion effectivement extrêmement pacifique. Et là, il faut pas faire d'impair, hein, d'accord. C'est pas que les religions du feu peuvent être très positives, hein. On en parlera peut-être plus tard. Alors, Mélisandre, c'est un personnage qui a rapproché d'un autre personnage historique, et là aussi, ça lui donne la crédibilité. C'est le personnage de Rasputin. Alors, vous allez me dire, elle est plus jolie que Rasputin, avec sa grande barbe, effectivement, mais c'est exactement le même parcours. À savoir quoi? Des origines extrêmement obscures. Rasputin est né au fin fond de la Sibérie occidentale. On le retrouve comme un être relativement frustre, qui voyez, pullule dans des sectes, hein, fondamentalistes et qui observe des pratiques très rigoristes au sein du clergé orthodoxe. Et on nous dit que c'est aussi un personnage qui est doué d'une grande capacité de séduction, notamment ses yeux. Tout le monde nous parle des yeux de Rasputin, qui avait des yeux, alors je crois que j'ai une photo, non, pardon, je croyais avoir mis une photo, qui avait des yeux absolument fascinants, comme cette chère Mélisandre, qui effectivement, très vite, on lui prête des pouvoirs magiques, d'accord? Donc il mène une vie, voyez, assez frustre, et il arrive à Saint-Pétersbourg en 1903, où toute la gentry, hein, locale s'entiche de ce personnage, vous voyez, au frustre, voyez, assez frustre, voyez, qui s'habille comme un moudjik, hein, comme un paysan. Et il va faire la connaissance du couple impérial en 1905, 2 ans après son arrivée, et notamment de la tsarine Alexandra. Donc, vous voyez, on voit ici Rasputin, vous voyez, avec dans ses bras le tsar et la tsarine. Alors, pourquoi? Parce que leur fils est touché d'une maladie. Il est hémophile, alors gravement hémophile, hein, et tous les médecins ont échoué à guérir. On ne guérit pas l'hémophilie. Et lui, avec sa réputation de guérisseur, de chaman, vous voyez, de pouvoir, avec les pouvoirs qu'il posséderait, effectivement, va faire que très très vite, il va s'emparer du couple impérial et devenir leur guide, comme Mélisandre va s'emparer à la fois du corps et du cœur de Stanis et de sa femme, avec leur fille malade. On voit bien là le parallèle. Et la rumeur publique veut que Rasputin ait eu des aventures et soit l'amant de la tsarine, un petit peu comme Mélisandre et la maîtresse de Stanis. On a là un parallèle intéressant. Et l'autre parallèle intéressant, c'est la mort. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un passage que l'on voit dans la première saison. Le maître Crécène, hein, qui est le maître, hein, de Père Dragon, hein, qui est le maître associé, hein, à Stanis, décide d'empoisonner avec quelques gouttes d'étrangleur le vin de Mélisandre. Et que fait Mélisandre? Mélisandre le boit sec, boit la coupe et n'est pas touchée, hein, par cela. Et ensuite, elle tend la coupe à Crécène qui meurt sur le coup. Alors, on a prêté à Rasputin effectivement l'idée que il était quasiment immortel lui aussi, parce que Rasputin a été au centre d'un complot mené par Félix Youssoupov, hein, un prince de sang, qui voulait se débarrasser de l'emprise qu'il avait sur le couple impérial. Et le 29 décembre 1916, il convie Rasputin à un dîner dans son palais,
Et dans le dessert, en l'occurrence des gâteaux, il a fait verser énormément de cyanure. Et le colosse, Rasputin était un personnage très imposant physiquement, il ingurgite tous les gâteaux sans sourciller. Alors là, il y a une explication peut-être assez facile à comprendre, c'est qu'il était sûrement mithridatisé. Alors mithridatisé, ça veut dire quoi? Ça vient du roi Mithridate qui prenait chaque jour un petit peu de poison, si bien que quand il va se faire empoisonner, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que son corps, en fait, est immunisé. C'est le principe d'un vaccin, en fait. Donc, Rasputin ait passé le cap des gâteaux, passons. Alors, mais quand même, il est pris d'un malaise et voilà, comprenant qu'il y a un complot contre lui, il renverse la table, court et s'enfuit vers la rue. Sauf qu'il faut traverser la cour et là, Yusupov tire sur lui à bout portant à 3 reprises. Et Rasputin se relève, tente d'étrangler Yusupov, qui lui met une balle en pleine tête. Et là, Rasputin est mort. Et son corps est jeté dans la Neva. Sauf qu'on retrouve le corps 3 jours plus tard. Et l'autopsie prouvera qu'il est mort noyé, en fait. Donc, il avait résisté au coup de feu, parce qu'il y a l'eau qui était rentrée dans les poumons, montrant qu'il était quasiment immortel. Et on voit bien, effectivement, ce personnage de Mélisande, quasiment immortel, d'accord, alors qui finira, en fait, par accepter son sort dans la 8e saison. Donc, on a là, vous voyez, des personnages de fanatiques religieux, mais à contraire de nombreuses séries où, vous voyez, on a des personnages qui sont juste des fous furieux, on a là aussi des personnages, vous voyez, complexes, porteurs de réalité, qui fait que l'on s'attache à eux. Alors, la grande force de Game of Thrones, c'est que beaucoup de héros sont ambivalents. C'est-à-dire qu'ils vont évoluer, tant dans leurs fins que dans leurs moyens. Ils ne sont pas au clair. Et si bien qu'on a une image très nuancée d'eux. Alors, on pourrait en faire beaucoup, parce que la plupart de ces personnages, en fait, appartiennent à cette catégorie-là. On a notamment les Clegane, etc., etc., où on a un personnage particulièrement attachant. Le personnage du chien est très attachant parce qu'on sent effectivement énormément de fragilité en lui. J'aimerais voir le personnage peut-être le plus horripilant au début et celui dont tout le monde devient amoureux à la fin, c'est Jaime Lannister. Alors, Jaime Lannister, on le déteste d'entrée parce qu'il est beau, c'est le beau gosse, etc. Et plane sur lui 2 interdits qui en fait un personnage extrêmement négatif. 1, il est un régicide. 2, il est incestueux avec sa sœur Cersei. Ce qui fait de lui un personnage absolument détestable. En plus, fin du premier épisode, boum, il balance un Bran par la fenêtre. Ouais, un tueur d'enfants, c'est pas non plus un personnage super sympathique. Mais son image va très vite se complexifier. Alors, il va se complexifier parce que si on regarde la question de l'inceste, évidemment, c'est quelque chose qui, dans nos sociétés, comme dans toutes les sociétés, compose un interdit fondamental. Alors, l'interdit fondamental, je vous l'ai mis à gauche, c'est bien sûr le mythe, dans l'imaginaire européen, d'Oedipe, qui condamne, vous voyez, le principe de l'inceste. Sauf que des histoires d'inceste, il y en a très très peu, et en fait, il n'y a qu'un seul régime politique dans lequel il y a eu une institution de l'inceste, comme étant quelque chose de normal. Il s'agit en fait des Égyptiens, et plus particulièrement, non pas des Égyptiens, des pharaons égyptiens, mais des souverains grecs d'Égypte. Alors, c'est la lignée des Lagides. Alors, en fait, nous sommes en 323 avant Jésus-Christ, et Lagos, l'un des généraux d'Alexandre le Grand, conquiert et prend le contrôle de l'Égypte. Il aura un fils, Ptolémée Ier, et un petit-fils, Ptolémée II. Alors, les Grecs, les conquérants grecs, en fait, ne composent qu'une très petite frange de la population, et ils refusent en fait de se mélanger aux Égyptiens qu'ils considèrent un petit peu, vous voyez, à la légère, et de mélanger leur sang, ça leur semble pas terrible. Et si bien que normalement on devait se marier qu'avec des Grecs, entre Grecs.
Sauf que notre ami Ptolémée II perçoit très très bien que les jeunes filles qu'on essaie de placer dans son lit, en fait, n'ont qu'une envie, c'est de l'assassiner et de prendre sa place. Alors c'est ainsi qu'il décide de se marier avec Arsinoé II, sa sœur. Et donc là, vous avez un magnifique tétradrachme égyptien dans lequel on voit Arsinoé II et Ptolémée II. Et Arsinoé II, d'ailleurs, a l'épithète de Philadelphe, en grec, hein, qui aime sa sœur. Donc Philadelphie, ça vient de là, hein, qui aime sa sœur. Donc c'est revendiqué. Et ensuite suivront une série de Ptolémées, hein, Ptolémée 4, 6, 8, 9 et 13, qui se marieront avec leur sœur. Alors le plus connu, hein, c'est Ptolémée 13, parce que c'est sa femme et sœur qui est très très connue, hein, c'est la fameuse Cléopâtre. Alors Cléopâtre 7, en fait, hein, c'est la 7e du nom, mais la fameuse Cléopâtre avec le grand nez, César et Marc-Antoine. En fait, son premier mari, hein, c'est son frère Ptolémée 13. Alors, il y a l'idée de conserver le pouvoir au sein d'une élite extrêmement fermée, mais pour justifier cela, on va justifier ça en fait par des mythes originels. Alors, un mythe grec, c'est les épousailles de Chronos et Rhea. Et dans la mythologie égyptienne, le mariage d'Isis et Osiris, qui étaient frères et sœurs, en disant qu'en fait, ils se comportent comme des dieux. Et l'on voit chez Jaime Lannister toujours l'ambiguïté entre non, je ne dois pas parce que c'est ma sœur, et oui, je peux le faire parce que effectivement, les Targaryens légendairement l'ont fait. Et si les Targaryens le font, pourquoi pas moi? D'accord. D'autant plus que se double à ça d'un véritable amour pour sa sœur. Mais bien sûr, ça apparaît toujours comme une dimension, vous voyez, négative. Alors, Jaime Lannister va changer à notre regard en formant un autre couple avec, bien sûr, Brienne de Tarse. C'est cette rencontre avec Brienne qui est absolument son antithèse. On va passer sur les femmes hein, dans Game of Thrones, parce que là on a parlé surtout de personnages masculins, on va parler aussi de personnages féminins. Un personnage, vous voyez, qui marque la série de bout en bout, c'est Brienne de Tarse, qui incarne le chevalier idéal, alors que Jaime Lannister incarne le chevalier félon. Et Brienne n'a de cesse de l'appeler le régicide, le régicide, le régicide, et jusqu'à ce que Jaime nous apparaisse comme un personnage en fait extrêmement moral. Un personnage qui, dans ses moyens, effectivement, n'a pas été loyal, il n'a pas observé son serment, à savoir protéger le roi. Il l'a tellement peu protégé qu'il l'a assassiné. Mais, en fait, les fins étaient positives. Ce qui fait de lui un véritable héros. Il a tué le roi parce qu'il était fou et parce qu'il voulait brûler Port-Réal. Un petit peu comme Jon, mais Jon le fera trop tard en assassinant Daenerys. Voyez, et lui, voyez, lui aussi basculera dans le côté régicide. Mais son action de régicide, en fait, est portée par des valeurs morales positives. Et à partir de là, il bascule véritablement. Et je crois que l'une des plus belles répliques de Game of Thrones, c'est quand Brienne se retrouve face à Jaime Lannister, et Jaime Lannister se moque du pucelage de Brienne, et il comprend que Brienne, en fait, était amoureuse de Renly, Baratheon, le prétendant au trône, hein, homosexuel. Alors, il se gausse d'elle en lui disant « Mais ma pauvre, tu es laide, tu es une pucelle, tu pensais avoir une aventure avec un prince de sang qui était notoirement homosexuel. » Et il se moque d'elle. Et là, Brienne pète un câble, lui fout l'épée sous la gorge. Et là, Jaime a cette phrase géniale « Mais ce n'est pas grave. Je ne te juge pas, d'accord. On n'est pas responsable de qui on aime. On n'est pas responsable de qui on aime, qui est une phrase très très belle, en disant « je ne te juge pas, mais ne me juge pas non plus ». Et là, à partir de ce moment-là, Jaime Lannister bascule dans une autre dimension. Et c'est ça la force de Game of Thrones, c'est cette capacité incroyable à faire de personnages qui sont a priori antipathiques
des personnages auxquels, alors, soit on va avoir de la sympathie, soit auxquels on va s'attacher, soit des personnages, vous voyez, avec lesquels on a une distance. Enfin, je l'espère pour vous, que vous avez toujours une distance avec Ramsay, mais auxquels on s'attache. Alors, je voudrais terminer cette présentation rapidement avec le personnage féminin en demandant est-ce que Game of Thrones est-il MeToo? Alors, Game of Thrones et les femmes et les héros féminines. Alors, au début, nous sommes dans un monde patriarcal et les femmes apparaissent très largement au second plan. En fait, elles servent souvent de monnaie d'échange dans le cadre de mariage pour sceller des alliances. Alors, on voit comment Eddard Stark cède à son ami Robert en mariant Sansa, en voulant marier Sansa à Joffrey pour unir les familles. Et on voit bien que Sansa, elle n'a pas son mot à dire. Sansa se mariera avec Joffrey parce qu'il faut unir les familles. On voit comment Cersei a été mariée à Robert Baratheon. Alors, les deux n'avaient pas envie de ce mariage, mais il fallait sceller les alliances entre les deux familles les plus prestigieuses. Et on voit comment Viserys va donner en mariage, enfin vendre sa sœur Daenerys à Drogo, à Khal Drogo, en échange de cavaliers. Donc, on a vraiment là l'image d'un monde patriarcal médiéval dans lequel la femme sert de monnaie d'échange pour faire les alliances politiques. Donc, au début, on a une image très dépréciée de la femme qui correspond en fait à une image de la noblesse médiévale, vous voyez, dans laquelle la femme n'est qu'une monnaie d'échange de mariage. Alors, le monde patriarcal, on a quand même des femmes dominantes, mais ce sont des femmes d'intrigue. Alors, notamment, la figure de Mélisandre, vous voyez, la maîtresse, l'amante, celle qui, vous voyez, par le sexe, va effectivement guider Stannis et va le manipuler. Donc, on a quand même une image d'une femme qui est soit une poupée de chiffon, soit une intrigante, c'est pas très positif. Cependant, d'entrée de jeu, on a deux créatures qui battent, et ces stéréotypes sont battus en brèche, d'entrée de jeu, par des figures disruptives. Alors, on a deux figures disruptives d'entrée de jeu. C'est la petite Arya qui refuse, vous voyez, la petite Arya, elle refuse de suivre les voies de sa septa, vous voyez, qui veut lui apprendre à broder, etc. Elle veut faire de l'épée, elle veut se battre. Et on sent très très bien qu'elle, tout de suite, elle ne rentrera pas dans ce cadre-là. Elle ne voudra pas rentrer dans ce cadre-là et elle voudra effectivement, vous voyez, se battre et changer les choses. Alors, mener, voilà, ce qu'elle mènera jusqu'à la fin. L'autre élément, c'est Yara Greyjoy. Alors, Yara Greyjoy peut nous sembler une figure un petit peu originale, hein, parce que dans les îles de fer, les femmes ne pèsent pas lourd. Sauf que là aussi, très vite, ça devient un personnage attachant, hein, un personnage, vous voyez, on va dire, très masculin dans sa démarche, etc. Là aussi, c'est une figure réaliste. Des femmes qui dirigeaient des dracars, puisque bien sûr les Greyjoy et les îles de fer, ce n'est pas sans nous rappeler les Vikings, vous voyez, qui battent en brèche, hein, vous voyez, et qui attaquent les côtes, et ce sont des pillards des mers, et des femmes qui dirigent des dracars, on se dit, ouais, pas très crédible. Eh bien si, on a retrouvé dans plusieurs nécropoles vikings, on a retrouvé, notamment à Bisken, on a retrouvé des femmes. On a fait des études, hein, des ossements, et on a prouvé que des femmes pouvaient être chefs de dracars. Et donc là, on a une figure, vous voyez, qui rompt avec la logique masculine et patriarcale, avec Yara Greyjoy, qui va effectivement vouloir succéder à son père et à son frère, qui est littéralement émasculé, hein, et donc c'est elle qui devient l'homme et la directrice. Alors, bien sûr, la figure féminine disruptive, c'est bien sûr Brienne de Tarse. Alors, la première fois qu'elle apparaît dans l'histoire, on la trouve en pleine joute, où elle va taper le chevalier aux fleurs, hein, en finale, et lorsqu'elle enlève son aume, oh mon Dieu, c'est une femme, etc. Alors tout le monde est choqué, effectivement. Pourquoi? Parce qu'une femme qui se bat, une femme chevalier, ça paraît complètement irréaliste. Alors bien sûr, Brienne de Tarse, elle a une dimension historique avec Jeanne d'Arc. Alors, on a l'image à la fois d'un chevalier idéal, d'un chevalier moral. Alors, le chevalier moral, alors on voit Brienne de Tarse se mettre au service, hein, de Renly, puis après son assassinat de Catelyn, puis après la mort de Catelyn, de Sansa. Vous
voyez, et donc son dévouement total et inconditionnel à son Seigneur. Et on a là effectivement la référence avec Jeanne qui va effectivement se mettre au service à partir de mars 1429 au service de Charles VII et avoir envers lui une fidélité absolue, d'accord, jusqu'à son dernier souffle. Deuxième parallèle entre les deux personnages, c'est bien sûr le caractère de la pucelle. Alors, Brienne de Torse est présentée comme une pucelle, comme une femme assez laide, etc. Jeanne d'Arc, on nous dit très clairement qu'elle aussi était pucelle. Alors, à son procès en 1431, alors qu'elle adopte une attitude extrêmement calme vis-à-vis de ses accusateurs, on la voit une seule fois s'énerver, c'est lorsque ses accusateurs disent qu'elle est une dévergondée et qu'en fait, derrière ses allures de femme pudique, etc., en fait, ce serait une prostituée. Et là, elle s'offusque, elle crie, etc., et elle insiste sur sa vertu. Alors, pourquoi une telle importance et un caractère crucial sur cette question de la virginité de Jeanne d'Arc? Alors, très clairement, il faut voir un petit peu c'est quoi le contexte de la France du XVe siècle. On est dans une France qui reste encore très empreinte de mysticisme. Et dans le mysticisme, il y a tout un tas de prophéties qui circulent en France. Et en France, au XVe siècle, il y a une prophétie qui dit quoi? La France qui avait été perdue par une femme sera sauvée par une vierge. Alors bien sûr, ça fait un écho au christianisme. Ève, vous voyez, la femme pécheresse qui est rachetée par Marie. D'accord. Alors, dans la France du XVe siècle, ça donne quoi? Ça donne la femme pécheresse, la Ève, c'est Isabeau de Bavière, qui a vendu la France au traité de Troyes en 1420, qui a dépenaillé la France. Et on voit effectivement sauvée par Jeanne, la rédemptrice, effectivement associée à la virginité de Marie. Donc on a là effectivement, alors Jeanne d'Arc, en plus d'Arc, bien sûr ça renvoie à l'attribut de la déesse Diane, d'accord, cette déesse Diane qui était affublée d'un arc, effectivement, et là il y a tout un, vous voyez, Artémis, hein, la Diane chasseresse avec son arc. Et donc là on a un personnage, vous voyez, extrêmement complexe, qui fait qu'aussi ce personnage n'est jamais à sa place. On sent que Brienne est toujours un personnage marginal dont tout le monde se moque, même si elle a une autorité morale extrêmement forte, parce qu'elle est une femme, en fait. Elle est rejetée du fait d'être une femme. Alors, l'un des moments les plus émouvants, alors peut-être le plus réussi de la 8e saison, c'est lorsqu'elle elle se fait adouber chevalier par Jaime. Moment très émouvant, parce que enfin, elle trouve une place. Enfin, elle n'est plus un chevalier errant et elle devient une vraie chevalier adoubée. Et là, on a les deux personnages qui se réunissent. L'histoire sexuelle à la fin n'était peut-être pas indispensable. Alors, ce personnage, effectivement, vous voyez, toujours en marche, toujours lâché. Jeanne d'Arc, effectivement, sera lâchée par Charles VII, parce que lorsqu'elle se fait capturer le 23 mai 1430, on va dire que Charles VII ne se presse pas pour tenter de la libérer, voire, allez, soyons clairs, la laisse clairement tomber en se disant que morte, elle sera plus grande que vivante et que son mythe sera plus intéressant que sa capacité militaire. Et tous les châtelains, effectivement, laisseront tomber Jeanne d'Arc. Alors, quand l'histoire avance dans Game of Thrones, les hommes meurent les uns après les autres. Alors, Renly, Stannis, Robert, vous voyez, tous, ils passent les uns après les autres, qui fait que des jeunes arrivent au pouvoir. C'est le règne des reines-mères. Alors, par exemple, quand on voit le petit Robin Arryn, vu ses capacités mentales, forcément, c'est sa mère qui va diriger le royaume. Lorsque Robb Stark, on voit bien le rôle central de Catelyn Stark pour mener Robb, et bien sûr la figure de Cersei, la reine-mère, qui domine ses deux fils. Alors, la figure de Cersei est à rapprocher, bien sûr, de la figure maudite de Catherine de Médicis, sur laquelle on pourrait dire beaucoup, avec l'histoire de prophétie, etc. Voilà, le lien est absolument évident entre Catherine de Médicis, qui a beaucoup influencé la construction du personnage de Cersei, vous voyez, protectrice de ses enfants qui meurent les uns après les autres.
puisqu'elle va absolument tous les enterrer. Donc, enfin, et je terminerai cet exposé là-dessus, c'est bien sûr la part belle donnée aux femmes, avec des femmes chefs de guerre et chefs politiques. Alors, bien sûr, il y a à son échelle Yara Greyjoy, mais il y a bien sûr Daenerys. Alors, Daenerys, à la fois chef de guerre, à la fois chef politique. Est-ce que c'est possible à l'époque médiévale? Vous voyez, si on s'en va, on dit ouais, surtout c'est parce qu'elle est dragon et qu'elle crame tout le monde. Mais une femme peut-elle diriger, voyez, des expéditions militaires, voire devenir un chef politique? Eh bien oui. Il y a eu deux personnages marquants. Alors il y en a eu beaucoup plus, hein, notamment si on prend les chroniques d'Orderic. Mais bon, deux personnages sur lesquels je voulais m'arrêter. Le personnage de Jeanne de Flandre. Alors, Jeanne de Flandre, vous la voyez ici au centre. Hein. Alors, Jeanne de Flandre, en fait, c'était la femme du duc de Bretagne. Alors, le duc de Bretagne était parti guerroyer, on est au début du XIVe siècle, et elle se retrouve dans une ville qui s'appelle Hennebont, qui est encerclée par ses ennemis, et c'est elle qui mène les troupes au combat et qui protège la ville. Alors, elle ne va pas se contenter de protéger la ville. Qu'est-ce qu'elle va faire aussi? Elle va mener une expédition nocturne sur les arrières, sur le camp, hein, l'arrière-camp des assiégeants, et il va brûler. Hein, c'est pour ça qu'on va l'appeler Jeanne la Flamme. Alors, vous voyez, peut-être une petite Daenerys, hein, une Jeanne la Flamme, qui va détruire en fait le camp de base, notamment tous les ravitaillements des assaillants qui sont obligés de lever le siège le lendemain parce qu'ils n'ont plus de vivres. Et donc, Jeanne la Flamme est rentrée dans la légende. Une autre Jeanne, alors vous allez me dire entre Jeanne d'Arc, Jeanne de Flandre et Jeanne Hachette. Alors si vous êtes originaire de Beauvais ou si vous connaissez la ville de Beauvais, vous avez cette très belle statue de Jeanne Hachette. Alors Jeanne Hachette, c'est une fille du peuple. C'est pas, vous voyez, une femme liée directement, hein, matrimonialement avec un seigneur. Et Jeanne Hachette, c'est une femme du peuple. Et on nous raconte qu'en 1472, lorsque les troupes de Charles le Téméraire mettent le siège devant Beauvais, en juillet 1472, la plupart des hommes, en fait, sont hors d'état de nuire parce qu'ils ont essayé d'attaquer et bon, ils sont morts ou ils sont en vadrouille, etc. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe sa jupe longue. Elle va couper sa jupe longue en s'en faire une sorte de mini-jupe, d'ailleurs que l'on voit sur la statue. Elle a une jupe relativement courte, en disant qu'il faut raccourcir sa jupe pour mieux se battre. Et Jeanne Hachette, effectivement, va manipuler la hache de guerre et les haches de combat, notamment les jeter et tuer plusieurs adversaires, et ça va devenir l'arme de la résistance de Beauvais qui finalement, effectivement, réussit à tenir le siège contre les troupes de Charles le Téméraire. Donc, vous voyez qu'à l'époque médiévale, on a eu des femmes chefs de guerre et qui se sont battues. Alors, la dernière personnage, alors peut-être la plus célèbre, hein, qui a inspiré Daenerys, c'est Aliénor d'Aquitaine. Alors Aliénor d'Aquitaine, qui est un personnage haut en couleur sur lequel on pourrait faire des heures, d'accord, parce que c'est quand même quelqu'un qui a été en croisade, etc., qui menait les chevaliers à la croisade, etc. Enfin, c'est un personnage absolument extraordinaire qui a vécu 80 ans, qui a intrigué politiquement contre son mari, contre ses fils, etc. Enfin, c'est un personnage très très haut en couleur qui n'est pas sans nous rappeler Daenerys. Donc voilà, pour conclure, ces héros, vous voyez, de Game of Thrones, c'est ça qui explique, à mon avis, au-delà d'une intrigue bien ficelée, c'est ces caractères absolument extraordinaires de ces personnages, de ces héros, qui ne sont pas des héros monolithiques. Vous savez, de plus en plus dans les films ou dans les séries, on a des héros très monolithiques, hein, le bon, le méchant, etc. Et la force de Game of Thrones, c'est en s'appuyant sur des personnages historiques, de construire des figures très complexes auxquelles on s'attache parce qu'elles sont complexes. D'accord? Et c'est ça qui en font leur force. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, il nous reste quelques minutes pour des questions, des remarques. Donc, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et je vous cède la parole. Et je vous remercie.